Donc l'exposé suivant, c'est l'activité de la commission hépatologie du CREG. Et Bertrand et Pauline vont nous parler de deux sujets successifs. Pauline. Donc à toi Bertrand. Merci. Je vais prendre quelques secondes. Juste pour vous rappeler que vous avez constaté qu'on est un groupe assez uni depuis très longtemps et qu'on a surtout de jeunes recrues qui sont hyper actifs dans cette commission à laquelle tout le monde est invité de participer si on est intéressé par la valence hépatologique de notre activité. Très rapidement, qu'est-ce qu'on fait chaque année? On essaie de faire d'une part une réunion de préparation de tout ce qu'on fait sur l'année en janvier, à laquelle tous les membres de la commission sont invités. On essaie de maintenir, grâce au travail de tous les membres, et je dois le redire encore une fois, au soutien de l'industrie pharmaceutique, et qui est un soutien qui nous laisse totalement libres de nos choix. Ça, c'est important de le préciser. On essaie de faire des activités de compte-rendu de l'information qu'on obtient en congrès, avec en permanence la vision de se souvenir qu'on ne fait pas de recherche fondamentale, qu'on n'a pas de souris dans nos salles d'attente, et donc on essaie de fonctionner uniquement sur les bases cliniques. Et donc pour ça, on a plein de travaux en cours. D'une part, on continue de produire un service collégial, entre guillemets, par l'intermédiaire des webstaff, webstaff.fr pour ceux qui veulent déposer des fiches, à la fois des fiches avec une vision RCP pour l'hépatite C, si ça peut encore rendre service, et puis pour l'hépatite Delta maintenant, dont on a parlé ce matin, pour avoir un avis collégial autorisant, entre guillemets, la prescription, qu'on peut mettre dans son dossier. Des avis collégiaux sur de l'hépatologie générale, et on a vu qu'il y a de plus en plus de fiches, en particulier dans le domaine des virus B et Delta, et également de l'auto-immunité, qu'elle soit auto-immunité à orientation biliaire ou hépatocytaire. Beaucoup de fiches. On essaie de faire des comptes rendus, comme vous les avez reçus probablement, avec des petits comptes rendus vidéo d'1 à 2 minutes en direct des congrès, pour simplement rapporter ce qui nous a, nous, intéressés en tant que libéraux. Et puis, on essaie de monter des travaux qui pourraient aider. Alors, il y en a plusieurs. Le plus important en cours, c'est un travail sur la stéatose, les stéatopathies vues en monde libéral, que Pauline va vous présenter, les premières données, ce qui nous paraît celui-là très important, d'une part pour avoir des données utiles en France, et puis d'autre part parce que la plupart des patients dont on parle en matière de stéatopathie sont des gens qui ne vont pas dans les centres universitaires, ils sont en bonne santé, ils n'ont aucune raison d'aller dans un hôpital tertiaire, et ça nous apporte j'espère que ça va nous apporter des informations progressivement. Et puis on poursuit d'autres travaux, mais tous ceux qui sont intéressés peuvent nous rejoindre. Pauline, on a initié un beau travail dont tu vas nous parler. Merci. Bonjour à tous, je viens vous présenter les résultats de Stéatolib. Alors, qu'est-ce que c'est Stéatolib? C'est une étude prospective de cohorte multicentrique qui s'intéresse à l'histoire naturelle de la stéatopathie métabolique, et dont l'objectif principal, c'est d'étudier la survie sans complications. On a beaucoup d'objectifs secondaires que je vous ai écrits ici, mais que je ne détaillerai pas par souci de clarté. C'est Olivier Guillot, présent ici, qui est le promoteur donc, pour la clinique à Lyon de la sauvegarde. L'idée, c'est de faire une visite d'inclusion et ensuite de les suivre dans le temps et de les suivre, si possible, jusqu'à 10 ans. Et l'objectif est d'inclure 1000 patients, donc c'est un objectif ambitieux. On en est là. Donc la première inclusion s'est faite il y a plus d'1 an, en février 2021, et on a déjà inclus 790 patients, et ça c'est un chiffre qui date d'hier, donc extrêmement frais. 19 centres sont ouverts et 14 recrutent. Alors les critères d'inclusion sont extrêmement simples. Ce sont des patients adultes qui sont suivis en libéral et qui présentent une NASH, c'est-à-dire qui présentent en fait une stéatose et des anomalies des tests hépatiques. Donc vraiment
des choses simples, et les critères de non-inclusion sont tout aussi simples. Il ne faut pas qu'ils aient des tests hépatiques normaux au moment où vous les voyez. Il ne faut pas non plus avoir de maladie du foie d'une autre cause, par exemple une hépatite virale, une consommation d'alcool qui ferait que leur hépatopathie est d'origine plutôt alcoolique, ou par exemple une hépatite auto-immune, une hémochromatose, voilà. Quelques résultats, et les résultats des 638 premiers patients pour lesquels on a des données qui sont remplies à plus de 50%. C'est pour ça que je ne peux pas vous présenter les données des 700 patients que l'on a inclus. L'âge moyen est de 57 ans, un petit peu plus d'hommes, dans 57% des cas. Leur poids moyen était de 90 kg, avec un IMC à 32. Au moment de l'inclusion, les patients se déclaraient comme sédentaires dans 63% des cas. Et en ce qui concerne leur comorbidité, ils étaient diabétiques dans 39% des cas, hypertendus 45%. Ils avaient trop de cholestérol dans 38% des cas. Voici la répartition de leur indice de masse corporelle. Ce qu'on peut voir nettement, c'est qu'il n'y a que 7% des patients qui ont un poids normal, c'est-à-dire avec un IMC inférieur à 25, 37% de surpoids, et en fait 56% des patients étaient en obésité avec un IMC à plus de 30. En ce qui concerne la fibrose, en tout cas l'évaluation non invasive de données sur le FIB4 que l'on peut calculer simplement, et puis des données sur l'élasticité hépatique. Alors on avait plusieurs façons de mesurer l'élasticité, soit le FibroScan, soit le ShareWave, soit l'ARFI. Pour ce qui est du FIB4, la majorité des patients, donc 58%, avaient un FIB4 strictement inférieur à 1,30 et 9% avaient un FIB4 à plus de 2,67, laissant supposer peut-être une fibrose avancée. Et pour l'élasticité hépatique, on retrouvait 69% de patients avec une élasticité strictement inférieure à 7,9 kPa et 20% quand même de patients avec une fibrose peut-être avancée avec une élasticité à plus de 9,6. Si on regarde les patients diabétiques, sans aucune prétention de faire de la comparaison statistique, on est ici vraiment sur, sur une description de cette population. Les patients diabétiques avaient un FIB4 à plus de 2,67 dans 14% des cas, donc un peu plus élevé, là encore sans que je puisse valider quelque chose de statistiquement significatif. Et pour ce qui est de l'élasticité hépatique, eh bien 29%, donc 30%, on va dire, des patients avaient une fibrose peut-être sévère avec une élasticité à plus de 9,6 kPa. Si on regarde maintenant les patients qui ont eu une ponction biopsie hépatique, 69 patients avaient une ponction biopsie hépatique à la visite d'inclusion. Et ce que l'on note sur ce camembert, eh bien, c'est que 37% des patients biopsiés avaient une fibrose sévère avec même 9% de cirrhotiques. En ce qui concerne les patients diabétiques, là on est dans des petits chiffres, 21 patients diabétiques ont eu une ponction biopsie hépatique, et là les chiffres ne sont plus les mêmes puisqu'ils sont 62% à avoir une fibrose sévère au-delà de F3, avec 24% de cirrhotiques. Attention, peut-être que ces patients que l'on a biopsiés étaient évidemment peut-être d'emblée plus graves. Alors voilà, tout ça pour dire qu'on continue, les inclusions se poursuivent et les visites de suivi ont commencé, les visites de suivi à 1 an. C'est la première cohorte de grande ampleur en milieu libéral dans la NASH et je tiens à souligner que la recherche, c'est tout à fait possible en milieu libéral. Les patients sont presque contents finalement d'apporter leur aide et pour pouvoir avoir des données dans leur maladie. Quand on leur présente, on a quasiment zéro refus d'intégrer cette cohorte. Les résultats, on ne manquera pas de venir vous les présenter et on remercie évidemment nos sponsors que sont Intercept et AbbVie pour leur soutien financier. Voilà, je vous remercie. Il n'y a pas de discussion, mais est-ce que on a un œil sur les discordances entre le FIB4 et l'élastométrie? Est-ce que ça sera dans un deuxième temps? Hein? Tout à fait. C'est alléchant de voir un peu ce que ça donne.
Bravo en tout cas à Olivier qui a eu beaucoup d'énergie pour monter ce projet. Énormément, et puis à tous ceux qui ont participé, évidemment. Et comme l'a dit Pauline, tous les patients acceptent si on leur propose. Donc, n'oubliez pas de proposer à vos patients, parce qu'il faut absolument atteindre ces 1000 patients, rapidement. Merci à tous. Bon appétit.